La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un livre qu'a écrit Émile Coué en 1920. Émile Coué, c'est qui? C'est un psychologue, ou du moins c'était un psychologue et pharmacien français. Et ce livre, donc, s'apparente à un essai sur l'effet placebo. Donc tout d'abord, il faut que tu comprennes que nous avons deux sortes d'êtres, l'être conscient et l'être inconscient. Et c'est cet être inconscient qui est inaperçu, qui va déterminer ta volonté au final. Exemple qui est donné dans le livre, c'est l'exemple de la planche. Si on te décrit une planche de 1 mètre de large pour une longueur de 2 mètres et qu'on a une épaisseur de 30 cm, on la pose au sol et on te dit de marcher jusqu'au bout. Eh bien, tu vas le faire en fait. Tu vas réussir à le faire. Par contre, si on place cette planche en haut de building, entre deux buildings, mais exactement la même planche, 30 cm solide, 2 mètres de longueur et 1 mètre de largeur, eh bien tu ne vas pas le faire. Et pourquoi? Malgré le fait que ta volonté veuille que tu le fasses, tu ne vas pas le réaliser parce que tu penses que tu n'en es pas capable. Et ça, c'est toute la théorie en fait. Il faut séparer la volonté de ton imagination. Et donc ton imagination, en fait, elle est déterminée par ton inconscient. Il faut donc dompter ton inconscient. Afin de mieux comprendre ce qu'on va dire ensuite, l'auteur il pose une définition qui est très importante, qui est la définition de la suggestion. La suggestion, en fait, c'est l'action d'imposer une idée au cerveau d'une personne. Et par cette définition, on comprend bien qu'il est impossible, en fait, de réaliser cette suggestion par quelqu'un d'autre que toi-même. Donc la seule manière de faire de la suggestion, c'est par l'autosuggestion. Donc pour transformer la suggestion en autosuggestion, il faut passer par l'inconscient. Et donc on va apprendre à dompter l'inconscient. Et déjà, pour le dompter, la première chose, c'est d'être au courant qu'il existe. Et c'est ce que nous avons déjà dit dans cette vidéo. En fait, l'idée globale, c'est de transformer le « je ne peux pas » en « je peux ». Pour reprendre l'exemple de la planche, quand on est sur un building, malgré qu'on veuille le faire, on ne croit pas pouvoir le faire. Et là, l'idée, c'est de savoir que c'est ton inconscient qui t'en empêche. Et de ce fait, il faut arriver à faire croire à ton inconscient qu'on peut le faire pour le faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce concept est applicable en fait à tous les domaines qui existent, et notamment au bonheur. On définit des lois qu'il faut comprendre pour mieux cerner en fait cette théorie. Par exemple, quand on a l'imagination et la volonté qui sont contraires, comme dans l'exemple de la planche sur le building, qu'on veut parvenir de l'autre côté, mais qu'on ne croit pas pouvoir le faire, ça va toujours être l'imagination qui va l'emporter. On a des millions d'exemples comme ça. Par exemple, imaginez au sport, vous voulez faire une pompe de plus, vous voulez la faire, mais vous croyez ne pas pouvoir la faire, eh bien vous n'arriverez pas à la faire. C'est ce que veut dire cette première loi. La deuxième loi, ça va être que l'imagination, c'est un peu comme le carré de la volonté. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'imagination a beaucoup plus d'impact que la volonté à la base. Mais ce n'est pas des lois, ce coefficient de carré, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. C'est juste pour essayer d'exprimer que l'imagination a plus d'impact que la volonté. La troisième loi, c'est quand on a volonté et imagination, au lieu de s'additionner, ils vont se multiplier entre eux. Ça, c'est très important. C'est que la volonté permet à l'imagination d'aller très loin. Et c'est vraiment cette loi qui va être très importante finalement pour la réussite. Et la quatrième loi, c'est que l'imagination peut être conduite. On peut dompter l'imagination, dompter son inconscient, et afin de changer ses croyances pour mieux réussir. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu la vidéo précédente que j'avais faite sur la théorie de l'efficacité personnelle perçue. Et une des solutions qui va être très efficace pour ancrer et changer son inconscient, ça va être la répétition. Pourquoi? Parce que les pensées ne se juxtaposent pas, mais se superposent. Ce que ça veut dire, c'est que dans votre tête, vous n'entendez pas une chose et une chose par-dessus, vous entendez toutes ces choses en même temps. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et de ce fait, la répétition, ça va permettre d'ancrer dans votre imagination ce que vous voulez réussir. Pour rendre un petit peu plus concret cette théorie, on va l'appliquer dans le domaine de la santé. Alors, par exemple, on a des maladies qui sont incurables. Mais comme, imaginons, un cancer de phase terminale qui ne soit pas soignable, et on dit au patient qu'il va mourir à coup sûr.
sans rentrer dans le débat bioéthique qu'il y a derrière cette question, si le patient a son imagination, son inconscient qui va être certain de ne pas vivre, ça va augmenter les pertes. Même si dans tous les cas il va mourir, on va augmenter les pertes en lui disant qu'il va mourir. D'accord ? Et c'est exactement la même chose à l'envers pour les médicaments. C'est-à-dire, si on lui dit qu'on a un médicament qui va le soigner, il va croire qu'en prenant ce médicament, il se soignera. Et c'est donc un peu la base de l'effet placebo, c'est que ce n'est pas forcément le médicament qui va soigner. Le médicament, il va soigner la vraie maladie. Mais on verra ça un peu plus tard. Donc la maladie physiologique. Et c'est son effet placebo qui va lui-même soigner ses symptômes. C'est une théorie qui est applicable même aux organes. Donc un exemple qui est donné, c'est l'hémorragie dentaire. Ils arrivent à soigner une hémorragie dentaire, enfin à arrêter une hémorragie dentaire, par l'autosuggestion consciente. Et c'est une théorie qui serait en faveur de l'explication de la disparition d'un fibrome, par exemple. Donc sans rentrer trop dans les détails de médecine, quand on a une hémorragie, on va voir donc les vaisseaux qui vont se contracter et des plaquettes qui vont former donc un caillot sanguin afin de réduire l'hémorragie. Et il faut enlever ce caillot au bout d'un moment quand il n'est plus nécessaire. Cette théorie irait en faveur donc de ce déclenchement, de cette fibrolyse, tout simplement parce que notre inconscient serait au courant qu'il n'y a plus besoin de caillots puisqu'on ne saigne plus depuis un certain temps, et donc il enverrait des signaux aux organes, par exemple, pour arrêter ce fibrome. Après, malgré que ça marche dans beaucoup de cas, il faut se rendre compte que les évidences ne sont pas très scientifiques, ne sont pas très fondées, que ce sont des hypothèses en fait qu'il faudrait vérifier et que ça marche beaucoup sur de la spéculation. Il y a beaucoup de mysticisme et des conclusions extrêmement rapides, et c'est vraiment ça aussi que je veux mettre en limite. Notamment, donc il y a un exemple qui donne dans le texte, c'est un enfant qui dort, et pour lui faire faire des choses qu'on veut qu'on lui fasse faire, il faudrait donc aller à son lit quand il dort pour parler à son inconscient afin que son inconscient s'imprègne de ces choses, et comme il les croirait, le lendemain par exemple, il va faire ce qu'on lui a demandé de faire finalement. Mais des études ont bien montré que on n'apprenait pas les choses aussi simplement que ça. Pour reprendre un exemple qu'il faut relativiser, on a l'expansion à la gestation. Donc par exemple, l'auteur nous dit qu'il faudrait éduquer son enfant avant même sa naissance, pendant sa grossesse, en forgeant dès maintenant son inconscient. Après, moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut relier ça à la date à laquelle le bouquin a été publié, et que les choses ont beaucoup évolué, notamment en sciences, avec notamment les découvertes en épigénétique, par reconfiguration de l'ADN, que l'activation de certains gènes, etc., vont être transmis à la descendance. Et donc ça, ce sont des choses qui sont très complexes, qui ne sont pas très comprises encore à l'heure actuelle. Et malgré tout, ce que je voulais vous dire, c'était que, vous voyez, déjà la science, dans l'étude de la génétique, arrive à expliquer certaines choses qui paraissaient invraisemblables. Donc c'est toujours à mettre en relation avec l'évolution de la science. On est quand même en 1920 là. Maintenant, on va s'intéresser à un point qui est très important pour améliorer notre compréhension de cette théorie. On va parler de l'éducation. Alors, dans l'éducation, ce qui est intéressant, c'est qu'il faudrait faire de l'autosuggestion qui ne soit ni passive ni trop agressive. Pourquoi ? Pour ne pas provoquer un rejet de la part de l'élève. Parce que si on provoque un rejet de la part de l'élève, on pourrait rentrer dans son inconscient l'inverse de ce qu'on veut lui apprendre. Exemple, si on se réfère aux définitions de la suggestion, qui est l'action d'imposer une idée au cerveau d'une personne, il n'y a que l'élève qui peut s'imposer lui-même une suggestion. Ainsi, si on veut par exemple faire passer de manière agressive le fait de travailler, l'élève va rentrer dans son inconscient l'inverse, par défense notamment. Donc s'il rentre l'inverse, ça veut dire qu'il va de moins en moins travailler, donc c'est pas bon du tout. Et également, parallèle à ça, il ne faut pas citer les défauts qu'on reproche à un élève. Par exemple, si on pense qu'un élève est
mauvais, fondamentalement mauvais, lui dire qu'il est mauvais ne va pas l'aider à l'améliorer. Pourquoi ? Parce que son inconscient va se forger l'idée qu'il est effectivement mauvais. Et donc du coup, même malgré sa volonté, il ne va pas réussir à s'en sortir. Ça rejoint d'ailleurs les idées d'Idriss Aberkan, dont je ferai une vidéo sûrement plus tard, mais pour le moment, on verra. Voilà, on crée vraiment les défauts qu'on veut éviter. De ce point de vue-là, il faut faire preuve d'exemple en fait, par rapport aux enfants, par rapport aux élèves, pour qu'ils fassent leurs suggestions à partir des exemples, et non pas à partir des contre-exemples, qui seraient contre-productifs. Voilà, ne jamais passer dans le négatif. C'est vraiment l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas passer dans le négatif, toujours dans le positif. Et même quand on veut faire passer un sentiment positif. Par exemple, si on veut faire passer un sentiment, si on veut faire qu'un enfant soit de moins en moins fainéant, il ne faut pas dire tu n'es plus ou tu n'es de moins en moins fainéant, il faut dire tu es de plus en plus travailleur, par exemple. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on fait de l'autosuggestion depuis notre naissance, mais qu'il faut apprendre à l'utiliser. C'est ça qui est important, c'est qu'on a une arme qui est très dangereuse, et c'est d'ailleurs ce que souligne de manière excessive l'auteur dans son livre, c'est que c'est vraiment une arme que personne ne sait utiliser, et donc du coup, on est avec, on l'utilise très mal, comme un enfant en fait. On est comme un enfant. C'est pour ça qu'il faut apprendre à l'utiliser. Un exemple qui est assez concret aussi de cette théorie, ça va être la théorie des crises régulières, des crises chroniques. Que beaucoup de patients auraient des crises qui seraient non pas directement dues à vraiment une maladie vraie, comme on pourrait l'entendre, mais directement à du psychique. Par exemple, si on attend d'avoir une crise, c'est là qu'on a le plus de chances que la crise se produise. Alors que si on n'attend pas à avoir la crise, elle ne se produira pas. Et pourquoi ? Parce que l'inconscient, il est habitué à une certaine régularité, pour la crise par exemple. Donc du coup, il va se demander pourquoi on n'a pas eu la crise. Et il va croire qu'on va avoir la crise bientôt, de manière d'une fréquence qui se respecte. Pour remettre ça un petit peu dans le cadre de la thérapie, on va voir maintenant la théorie de la double maladie. En fait, quand on a une maladie, on a une greffe de la maladie qui est psychique, qui vient se greffer à cette vraie maladie. Et les médicaments physiologiques viennent guérir la vraie maladie. Mais la greffe de la maladie psychique ne s'en va pas toujours avec la maladie. Et si on mettait des coefficients sur ces maladies, sur les symptômes qu'elles ont pour le patient, eh bien la vraie maladie ne serait pas forcément le coefficient le plus élevé. Imaginons qu'on a une vraie maladie de 1 et une greffe de maladie psychique de 9. Eh bien si on enlève la vraie maladie, on a guéri qu'un dixième du problème. Donc si on prend par exemple des gens qui n'ont plus de vision d'un œil pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, ils ne voient toujours pas parce que leur cerveau s'est conditionné à penser qu'ils ne voyaient pas. L'inconscient s'est conditionné à penser qu'ils ne voyaient pas. Et par exemple, là l'effet du placebo, ça va être par exemple de donner des médicaments placebo qui vont véhiculer comme une suggestion qu'on résout le problème, qu'il peut voir grâce aux médicaments, que ces médicaments remettent la vue. Bon, quelque chose qui peut marcher, par exemple, comme effet placebo, ça va être l'hypnose. Dans ce cas, l'hypnose va permettre de traiter la maladie psychique et ne traitera pas forcément la vraie maladie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour conclure, l'inconscient est un être intelligent, un être réel et différent qu'il faut prendre en compte. Nous avons 2 seuils d'impossible. Nous avons le seuil qui est déterminé par notre autosuggestion, par notre croyance à pouvoir faire telle ou telle chose, par notre imagination, et le seuil physique, le seuil réel, le seuil qui nous empêchera toujours de faire de la magie, par exemple. L'idée de cette théorie, c'est de pouvoir apprendre à régler ce seuil d'autosuggestion pour qu'il se rapproche le plus possible du seuil physique de notre corps, pour que nous puissions faire des choses de meilleure manière, d'une manière meilleure. Et je terminerai juste par un exemple que j'ai voulu relier un petit peu à ça, qui m'a fait marrer, c'est que en cours, quand un cours ne m'intéresse pas, et que je crois que je vais m'endormir tellement il ne m'intéresse pas, il m'arrive de m'endormir en cours. Du moins, il m'arrivait. Et l'inverse est vrai aussi. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est de se rendre compte que dans des exemples de la vie de tous les jours, on observe cette théorie et qu'on devrait l'appliquer pour mieux réussir les choses.